Après sa victoire dans l'insouffrance sur le terrain d'Angers, Lille a parfaitement lancé sa saison, ou du moins a fait l'essentiel hier pour la J1, pour les débuts aussi de Davide Ancelotti en Ligue 1, mais s'apprête aussi à attaquer là une période de 10 jours qui devrait être assez animée sur cette fin de mercato, avec certains départs assez importants, notamment celui potentiel de Mathias Fernandez Pardo, celui un peu plus confirmé et quasiment officiel d'Ayoub Boadi qui devrait faire l'objet même d'une vente record à l'échelle de la Ligue 1, donc je vais évidemment en parler parce que c'est quand même un événement majeur dans ce mercato et c'était une sorte de feuilleton depuis le début du mois de juin, le départ d'Ayoub Boadi qui devrait donc bel et bien avoir lieu du côté de Manchester City. Donc voilà, l'idée de cette vidéo c'est vraiment de faire un point sur le mercato lillois là où il en est. C'est vrai qu'il y a eu des périodes on va dire assez creuses dans ce mercato lillois où il s'est pas passé grand chose au niveau de l'actu et là on sent que c'est en train de se réaccélérer. J'ai pas mal de nouvelles à vous donner et puis comme d'habitude sur chaque piste je vais analyser, je vais vous donner mon avis, notamment l'arrivée notamment du gardien international du Paraguay qui a beaucoup fait parler de lui lors de la Coupe du Monde du côté de Lille dans un rôle dans un premier temps de doublure de Berkeheuser. Bref, je vais m'exprimer sur toutes ces pistes-là et sur le mercato lillois dans son ensemble parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais le LOSC sera un des 3 ou 4 représentants français en Ligue des Champions pour la saison qui arrive et donc on sait, pour les clubs français qui jouent la Ligue des Champions, en général c'est compliqué d'être également performant sur la scène nationale, alors que l'objectif lillois est principalement de se requalifier en Ligue des Champions et de terminer sur le podium de Ligue 1 pour cette nouvelle saison. Et globalement, par rapport à ce qui est en train de se passer là en coulisses, je vois quand même des signes plutôt positifs côté lillois. Donc sans plus attendre, on va déjà faire une première rétrospective, on va dire, sur le mercato du LOSC depuis le début. Alors il y a pas mal de pistes sur lesquelles je me suis déjà exprimé lors de ma précédente vidéo sur le mercato lillois. C'est le cas de Tanguy Nianzou, je me suis déjà exprimé sur l'arrivée de Loun Serdanovic en disant que bon, c'est quand même des pistes qui rassurent pas forcément physiquement dans le sens où c'est des joueurs qui se blessent beaucoup malgré leur jeune âge. Bassa-Renal, lui, c'est une piste comme Lille a l'habitude d'en faire, d'aller chercher en Eredivisie ou en Belgique. Et en l'occurrence, Bassa-Renal, même si son premier match, la face à Angers, ça a été un peu compliqué pour lui, on voit quand même que c'est un garçon qui a du talent et qui va être amené certainement à passer un cap dans cette Ligue 1. Et puis on va désormais s'exprimer sur les autres rumeurs d'arrivée qui devraient être là officialisées dans les prochaines heures. Et puis au rayon des départs, je m'étais exprimé notamment sur les départs d'Aïssa Mandi, de Thomas Meunier, qui sont effectivement des départs de joueurs que tu vois partir libres, notamment Aïssa Mandi qui est certainement ton meilleur joueur sur la saison l'année dernière. Donc évidemment des départs assez compliqués. Et puis par contre je ne suis pas exprimé sur le départ du Gora Goubert qui pour le coup peut laisser un peu des regrets parce que ce garçon-là avait du talent. Mais force est de constater que la concurrence dans cet entrejeu lillois est assez rude et pour un joueur comme Hugo Ragoubert qui n'a pour le moment, pour seul fait d'armes, on va dire, une saison pleine avec Dunkerque en Ligue 2, ça reste une vente plutôt correcte pour Lille et un joueur qui va découvrir la Championship avec Burnley qui a l'objectif de remonter évidemment en Première Ligue. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du mercato lillois pour le moment. Au moment où on se parle avec les mouvements vraiment officiels et confirmés, le départ d'Hichem Ferra également, ça on s'y attendait après son bon prêt en D2 néerlandaise. Donc Lille quand même a réussi à tirer pas mal d'argent, mais vous inquiétez pas parce que financièrement Lille, en une seule vente, va complètement renflouer ses caisses. La vente d'Ayoub Boadi, plus grosse vente à l'étranger de l'histoire de la Ligue 1, donc il faut comprendre qu'évidemment à l'étranger, puisque pour un joueur ayant quitté la Ligue 1 pour un autre club de Ligue 1, il y aura toujours le cas Kylian Mbappé, mais en l'état, Ayoub Boadi, c'est le plus gros transfert vers l'étranger en Ligue 1, donc devant Neymar qui avait quitté notamment le PSG pour Al Hilal contre 90 millions il me semble, devant également Nicolas Pepe qui avait quitté Lille justement pour rejoindre Arsenal, donc Lille confirme que c'est une place forte en France et notamment en termes de vente puisqu'ils arrivent toujours à bien vendre leurs joueurs, ça c'est aussi une des qualités certainement d'Olivier Létang. C'est que quand il veut parvenir à ses fins, voilà, il sait défendre ses joueurs, il sait les faire valoriser, et donc il sait bien les vendre. Et donc là, 100 millions d'euros bonus compris, direction Manchester City, qui avait déjà investi 130 millions sur Elliot Anderson, un autre milieu de terrain. Donc pour le coup, Manchester City réalise effectivement un peu sa révolution dans son entrejeu, et là avec l'arrivée d'Ayoub Boadi, c'est aussi un sacré pari pour l'avenir. Boadi a certainement vu sa cote encore décuplée avec la bonne Coupe du Monde qu'il a fait, du moins le bon premier match qu'il a fait notamment face au Brésil. Une Coupe du Monde, ça sert toujours à te faire valoriser parce que tout le monde te voit un peu aux yeux du monde entier. Et le joueur ne devient pas qu'un simple joueur de foot, il devient un peu aussi une image de marque. Et je pense que ça a certainement un peu aidé le LOSC à faire valoriser Ayoub Boadi. 2 saisons pleines de Ligue 1 dans les jambes pour un jeune de seulement 18 ans. Je me doutais que ça allait être une vente conséquente.
Peut-être pas la plus grosse vente de l'histoire du LOSC, parce que j'imaginais plus une valeur marchande autour de 70-80, mais là 100 millions bonus compris, c'est très bien vendu de la part du LOSC, que dans tous les cas tu n'aurais pas pu le vendre plus cher, hein. Je veux dire, même si il avait fait une saison énorme l'année prochaine là, pour cette nouvelle saison, dans tous les cas, Lille n'aurait pas pu le vendre plus cher dans un an. Le joueur était en fin de contrat en 2029. Donc c'est effectivement une belle vente pour Lille. Quand on voit Ayoub Boadi, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il a 18 ans. Ses qualités, elles sont hors normes. C'est un joueur hors du commun, précoce, très intelligent. Et c'est sûr que c'est des attributs qui se perdent un peu dans le foot moderne, notamment chez les milieux. Donc je peux comprendre que Manchester City et que plusieurs clubs étaient prêts à casser leur tirelire pour faire venir Ayoub Boadi. Son départ était inéluctable. J'ai vu qu'hier, il s'est déplacé du côté d'Angers et en fin de match, il est allé faire ses adieux auprès des supporters lillois. J'ai envie de dire, c'est Ayoub Boadi dans le texte, hein, de faire ça, de participer au déplacement juste pour dire au revoir aussi. Alors déjà pour soutenir ses coéquipiers et pour dire au revoir aux supporters. Voilà, ça restera effectivement un grand prospect de la formation lilloise et une grande fierté aussi pour tous ces éducateurs, pour tous ces formateurs du côté du LOSC qui bossent bien ces dernières années avec de gros transferts. Lenny Yoro aussi qui n'a pas forcément eu beaucoup de réussite du côté de la Première Ligue. On va souhaiter évidemment pour Ayoub Boadi que ce transfert du côté de Manchester City soit effectivement le début d'une longue et belle histoire, puisqu'il s'est engagé, je crois, pour 5 ans plus une année bonus, donc un contrat très long évidemment du côté de l'Angleterre. Donc voilà, très grosse vente, la plus grosse vente de la Ligue 1 cet été, ça c'est sûr, la plus grosse vente de l'histoire du championnat pour un joueur vers l'étranger, donc ça en dit long, hein. Son nom rentre aussi un petit peu dans l'histoire des ventes côté Ligue 1, et pour Lille en fait ça te permet aussi mine de rien de conserver un petit peu ton effectif, parce que tu perds déjà des joueurs libres. Aïssa Mandi, on a eu peur pour Nabil Bentaleb, finalement il reste. Aïssa Mandi, Thomas Meunier, qui étaient des joueurs assez cadres finalement du côté avec Bruno Genesio sur la seconde partie de saison. Et grâce à cette vente-là, Lille n'est pas du tout obligé de vendre d'autres joueurs que ça. Donc au final, des joueurs qui auraient pu être amenés à être des vraies valeurs marchandes et qui auraient pu se tourner vers un départ, des Haralson notamment, des Nathan Ngoy, tout ça en fait grâce à cette vente-là, ça permet à Lille de pouvoir dire non sans problème et de conserver cette position de force qui est remarquable, surtout au vu de la situation financière du foot français dans son ensemble. Donc voilà, pour lui succéder, Lille a réactivé, ou plutôt a accéléré sur la piste Guijval Zekiel, alors je prononce certainement assez mal, 22 ans, international espoir néerlandais qui était prêté du côté d'Utrecht la saison dernière. Il appartient au club de Feyenoord. Là en ce début de saison, il est exceptionnel depuis son retour de prêt de Feyenoord. L'année dernière, il a fait une saison tout bonnement exceptionnelle également du côté de Utrecht en prêt. Donc un gros prospect d'Eredivisie. Au-delà de la ressemblance notamment capillaire avec la coupe de cheveux, c'est bien plus profond que ça. Dans le profil box-to-box, effectivement, il a un profil peut-être un peu plus offensif qu'Ayoub Boadi, ou du moins avec encore plus de stats offensivement, mais tu as le même profil de milieu travailleur avec, comme on l'a vu là sur son passage à Utrecht, une hitmap assez présente, hein, sur le côté gauche, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est un vrai milieu travailleur, 8 buts et 7 passes D sur sa dernière saison du côté d'Utrecht en championnat, et là pour cette nouvelle saison, 3 matchs, 3 buts et une passe D. Donc voilà, c'est un joueur qui offensivement est amené à avoir des stats, et c'est vraiment le milieu côté lillois qui est amené à monter, à proposer des solutions. Donc dans le 4-2-3-1 de Davide Ancelotti, il n'est pas exclu non plus qu'il soit amené à jouer plus dans un rôle de numéro 10, comme là ça a pu être le cas du côté de Feyenoord sur les 3 premiers matchs, même si attention, ça reste 3 premiers matchs, il n'y a pas eu de très gros matchs encore pour Feyenoord, il n'y a pas eu de match vraiment face à des adversaires directs. Donc voilà, un milieu de terrain qui marque beaucoup, qui travaille beaucoup et qui est effectivement un gros prospect en Eredivisie. J'avais déjà donné un petit peu mon avis sur cette piste-là, puisque dès le mois de juin, l'équipe nous avait informé que Lille surveillait ce joueur-là. Alors ça dépendait certainement assez étroitement d'un départ d'Ayoub Boadi. Maintenant que ce départ va avoir lieu, Lille a réactivé effectivement la piste Guijval Zekiel. Faut savoir que Feyenoord n'est pas forcément vendeur, c'est un peu ce qui avait refroidi les ardeurs lilloises en début de mercato, parce que le joueur, je crois, est formé au club. C'est un grand talent, il sort d'un prêt vraiment réussi du côté d'Utrecht, sa valeur marchande vient d'exploser, donc Feyenoord a envie de le voir confirmer après s'être révélé. Donc bon, forcément, maintenant que Lille aussi, avec cette vente-là, a certainement un peu plus de liquidité à investir sur Guijval Zekiel, je me dis que peut-être que le LOSC, en insistant un peu, peut réussir à formuler une nouvelle offre, parce qu'ils avaient déjà formulé une première offre, va réussir à faire une nouvelle offre un peu plus conséquente, et réussir pourquoi pas à s'attacher les services du milieu de terrain de 22 ans,
Donc voilà, 1m80, milieu vraiment travailleur, c'est pas le profil défensif, puisque en soi tes profils défensifs ou relayeurs, tu les as déjà défensivement avec Benjamin André. Pour l'aspect relayeur, tu as évidemment Nabil Bentaleb qui est au sommet de son art. Là, le match qu'il a fait hier face à Angers, c'était tout bonnement exceptionnel. Et donc, il manquait certainement LOSC un troisième milieu dans un profil un peu différent. Et là, effectivement, avec le départ d'Ayoub Boadi, ce profil-là te manquait, de profil un peu plus box-to-box. Et pour le coup, Guichval Ezekiel, décidément je vais galérer sur son nom, coche vraiment toutes les cases. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, c'est une piste que je valide à 100%. Déjà, globalement, la stratégie lilloise d'aller chercher en Eredivisie, en Belgique surtout, parce qu'en général quand Lille va chercher en Belgique, t'as encore plus de réussite, hein. Fernandez Pardo, Ngoy notamment, voilà, c'est vraiment des pistes qui en général marchent très bien. En Eredivisie, parfois ça met un peu plus de temps d'adaptation parce que le championnat est encore plus différent aussi, il y a un peu moins d'intensité athlétique et physique, mais à un moment donné le talent il est là, et comme tu peux le voir là pour un Pek Chang qui est en train de complètement exploser, qui vient effectivement du club de Feyenoord et qui a signé à Marseille l'année dernière, et qui là, après une première partie de saison compliquée à l'OM, est en train petit à petit de monter les échelons, tu peux te dire que pour un profil comme Bassa Renal ou comme Gjival Ezekiel, ça peut être amené aussi à être le cas d'avoir un temps d'adaptation, mais de réussir petit à petit à monter les échelons. De toute façon, du côté du LOSC, il n'y a pas d'urgence. Il y a déjà un milieu qui est là avec André, avec Bentaleb, avec Mukao également qui est amené à être titulaire. Donc voilà, tu as effectivement plusieurs possibilités. Donc évidemment, côté lillois, je trouve ça logique de continuer cette stratégie de miser sur ce type de profil-là. Et même si tu investis sur un prospect comme ça, comme c'est un prospect qui est ciblé par beaucoup de clubs, bah même s'il n'est pas performant en Ligue 1, je suis pas sûr que Lille perde beaucoup d'argent sur un coup comme ça, puisque sa valeur marchande, il va la garder, vu que ça reste un jeune joueur. Donc voilà, très intéressant effectivement ce jeune Gjiva Ezekiel, j'en ai beaucoup entendu parler avant même de voir que LOSC revenait à la charge sur lui. Donc effectivement c'est un garçon qui est en pleine dynamique, vraiment qui est en pleine progression, et donc s'il peut passer un cap en signant en Ligue 1, je pense que pour le LOSC, qui a aussi besoin de profondeur de banc avec les 3 matchs par semaine qui vont arriver, ce serait un coup plutôt malin. Foot Mercato nous a également appris que le LOSC avait tenté l'énorme coup de Thiago Pittarque avec le départ d'Ayoub Boadi. Bon, on comprend bien que la priorité, ça reste évidemment notre ami Gjiva Ezekiel. Mais voilà, Thiago Pittarque, qu'on connaît mine de rien plutôt bien, puisqu'il a été lancé un petit peu sur le feu par Arbeloa, notamment en Ligue des Champions, lors de la double confrontation face à Manchester City, où il a été titulaire, hein, les 2 matchs je crois. Donc voilà, joueur qui est quand même qui a commencé à être titulaire du côté du Real, tu commences quand même à taper quand même sur le haut du panier. Il a rapidement pris une valeur marchande. Alors je ne sais pas s'il est réellement encore en fin de contrat en juin 2027, parce que du coup ça presse un petit peu peut-être le Real de devoir trancher sur ce cas-là et de devoir lui promettre un peu de temps de jeu. Donc bon, cette piste ne devrait pas aller plus loin, puisque le Real finalement a besoin de sa jeune pépite et souhaite certainement le voir confirmer cette saison après des débuts vraiment prometteurs, le jeune espagnol, international U19 d'ailleurs espagnol. Donc voilà, le LOSC a effectivement ciblé ce genre-là, de toute façon on comprend bien la stratégie de Lille. Même si tu vends un très jeune joueur, bah c'est de continuer à miser sur de la jeunesse, puisque bah les ventes lilloises, c'est ce qui fait tourner le modèle économique du club, et c'est ce qui permet à Lille de remonter la pente depuis le départ d'Olivier Létang. Là, on peut même plus parler de remonter la pente, puisque Lille est en Ligue des Champions, mais avec l'état dans lequel a laissé le LOSC Gérard Lopez, le travail d'Olivier Létang, notamment en misant sur le recrutement de jeunes joueurs comme ça a déjà porté ses fruits. Donc effectivement, je trouve que c'est une stratégie évidemment plutôt payante. Donc voilà, Thiago Pittarque, malgré tout, ne devrait pas rejoindre évidemment le LOSC. C'était une tentative assez vaine, on va dire, de Lille qui dit « Ah, pourquoi pas ?» Le Real a fermé la porte. Donc normalement, Lille devrait continuer à accélérer sur le dossier Gjiva Ezekiel à ce poste-là de remplaçant d'Ayoub Boadi. Donc voilà, on va pouvoir clore un petit peu le dossier du milieu de terrain et de l'entrejeu lillois, et on va pouvoir se tourner vers un autre poste, une autre arrivée qui a fait un petit peu parler, c'est le recrutement d'Orlando Rill, révélation du mondial 2026, gardien du Paraguay, 26 ans, très grand, je crois qu'il fait 1m98. En championnat, il est également performant avec le club de San Lorenzo en Argentine, hein, on le voit à ses stats, hein, plutôt performant ce gardien-là, qui a évidemment des stats de goals prevented positifs, donc c'est intéressant chez les gardiens modernes comme statistique, ça évoque beaucoup de choses, et qui là effectivement sort d'un mondial vraiment réussi, même très réussi. Là son match face à l'Allemagne, ça a été le héros de tout son pays, face aux Bleus il a encore sorti des arrêts, bref, globalement ça a été un des meilleurs gardiens de la compétition. Maintenant ça reste que sur 5 matchs, une bonne période, très bien, reste à confirmer ça sur la longueur. Alors,
Déjà, j'ai été surpris de voir que Lille s'intéressait à ce gardien-là. J'étais surpris de voir qu'il allait signer également un contrat de 5 ans et de voir une indemnité de transfert à 4 millions alors que sa valeur marchande après la Coupe du Monde est quand même plus aux alentours des 7-8. Donc c'est plutôt, je trouve, une bonne prise de la part du LOSC à ce montant-là. Alors j'ai cliqué évidemment n'importe où. Donc déjà, j'ai été surpris parce que Lille a quand même fait le choix, après le départ de Lucas Chevalier, de miser sur Berkeuzer, qui était un choix exotique, d'un gardien qui jouait le maintien en Super League, mais qui sortait d'une saison vraiment dantesque, où il avait des stats exceptionnelles au sein du championnat turc. Ce choix exotique s'est senti en matière d'adaptation. C'est un gardien peu académique, parfois efficace, mais tu as quand même le sentiment, quand tu prends du recul sur la saison de Berkeuzer l'année dernière, que la dynamique elle est quand même plutôt positive, parce que Lille a quand même terminé parmi les meilleures défenses du championnat, a fait un nombre de clean sheets incalculable sur la seconde partie de saison avec Bruno Genesio, la défense Mandy, Ngoy. Alors certes bien aidé par une très bonne défense, pour le coup Berkeuzer avait aussi eu son rôle à jouer à ce moment-là, donc tu as quand même le sentiment que le pari Berkeuzer commençait enfin à plutôt bien fonctionner côté lillois. Je peux comprendre que Lille ait eu envie de se renforcer avec une doublure, surtout avec les performances d'Arnaud Baudard. On se souvient de ce match face à Nice, cataclysmique, avec ces deux bourdes qui, à ce moment-là, faut pas l'oublier, dans ce momentum de la saison, coûtent très cher au LOSC. Donc je peux comprendre que Lille ait eu envie de se renforcer avec une doublure. Maintenant, Orlando Ril, valorisé comme vous l'avez vu à 7-8 millions, c'est plus qu'une doublure pour le LOSC, quoi. Moi, je vois en lui une vraie volonté de concurrencer Berkeuzer, et des fois, accumuler les numéros 1 bis, moi je suis jamais fan de ça, parce que j'ai plein d'exemples en tête où ça n'a pas marché, d'avoir des numéros 1 bis, et de mettre en concurrence des joueurs, etc. Moi j'aime bien les hiérarchies, du moins au poste de gardien, bien établies. Alors quand une doublure, à un moment donné, répond présent et arrive à repasser devant, là il n'y a pas de souci, la hiérarchie s'inverse. Par contre, quand tu vas chercher un joueur comme ça, quand tu investis sur un joueur comme Orlando Ril, je trouve que ça a tendance parfois à fragiliser un peu le numéro 1 plus qu'autre chose. Donc ce n'est que mon avis. En l'état, ça reste un bon gardien, donc je ne vais pas dire non plus que c'est une mauvaise idée pour le LOSC. Mais il va falloir que Davide Ancelotti soit très malin dans la façon d'aborder cette concurrence-là, parce que Berkeuzer, j'ai quand même le sentiment que ça reste fragile, hein, c'est une progression qui est intéressante, mais qui reste fragile. C'est pas un numéro 1 en puissance qui a du caractère, qui affiche tout ça. Donc voilà. Je mets quand même des guillemets par rapport à cette nouvelle hiérarchie du côté lillois. J'ai été surpris par cette piste. Maintenant, je suis quand même agréablement surpris de voir un gardien comme lui, qui est pour le coup sud-américain. On a vu qu'il avait du caractère à terme pour le LOSC, qui va avoir besoin de caractère sur la saison et qui peut être parfois pris pour une équipe un peu trop gentille. Peut-être qu'Orlando Ril peut être amené à un moment donné dans la saison à reprendre un peu le lead et à assumer ce rôle-là de numéro 1 bis, quitte à devenir titulaire. Donc c'est pas impossible, ça reste un gardien qui a 26 ans, qui en signant en LOSC, on va pas se mentir, a des ambitions aussi. Il a signé 5 ans, donc je pense que pour Lille, c'est pas que l'idée d'avoir une doublure, ça va vraiment un petit peu plus loin que ça. Donc on va voir un peu ce que ça va donner côté lillois. Maintenant, dans les faits, par rapport au détail du transfert, 4 millions seulement pour Orlando Ril, gardien moderne avec autant de talent. C'est bien senti de la part du LOSC, et encore une fois, ça flaire très bien les opportunités et ça bosse vraiment bien sur le marché des transferts. Maintenant, c'est plus dans la gestion que c'est pas un cadeau à la fois pour Berkeuzer et à la fois pour Davide Ancelotti, du moins à mes yeux. Donc voilà pour ce qui est de notre ami Orlando Ril, qui effectivement évolue depuis 3 saisons désormais du côté de San Lorenzo et qui est effectivement en pleine bourre ces derniers temps et qui est de plus en plus décisif dans les buts également du Paraguay. Parlons désormais un petit peu départ, puisqu'on a appris selon Foot Mercato que Leipzig avait fait une offre pour Fernandez Pardo. Alors j'ai dit selon Foot Mercato, mais c'est Fabrizio Romano qui avait tweeté ça en premier lieu. Le club allemand a transmis une offre d'environ 35 millions d'euros, bonus compris, sur la table pour le LOSC. Alors, Olivier Létang a évidemment pris le dossier bras dessus, bras dessous, et il est en train de gérer tout ça, parce qu'il a conscience du potentiel de son joueur, d'à quel point Mathias Fernandez Pardo représente une opportunité intéressante pour beaucoup de gros clubs, de par, évidemment, ses qualités athlétiques, et donc Lille réclame 70 millions. Et maintenant que tu vends Ayoub Bouhaddi pour 100 millions, Lille n'a pas besoin d'argent plus que ça sur ce mercato. Et donc Lille en fait aurait tout intérêt aujourd'hui à conserver Mathias Fernandez Pardo. Surtout quand tu vois là le premier match typiquement de Bassa Renal. Sahraoui, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Côté droit pareil, t'as pas non plus un titulaire vraiment en puissance. T'as Mbappé pourquoi pas. Mais en quelque sorte pour le LOSC, franchement, sportivement, Davide Ancelotti n'aurait aucun souci à trouver une place de titulaire en puissance pour Mathias Fernandez Pardo. Lille va jouer la Ligue des Champions. LOSC a rien à perdre à conserver
Mathias Fernandez Pardo. Donc si Lille demande 70 millions, je crains que cette offre de Leipzig pour 35 soit bien trop insuffisante. Et donc, on va pas se mentir, si Lille réclame 70, ça veut dire que Fernandez Pardo, il part pas en dessous de 50. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, on va voir. Lille est en position de force. Et puis, quand Olivier Létang est sur un dossier, tu sais qu'il va défendre l'institution assez férocement et que Lille sera gagnant, soit financièrement, soit sportivement. Donc, je me fais pas trop de soucis sur ce dossier-là. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas impossible que ça s'accélère quand même assez fort sur la fin de mercato pour Mathias Fernandez Pardo, sans que ça veuille dire pour autant qu'il quitte vraiment le LOSC. À mes yeux en tout cas, c'est comme ça que j'interprète cette piste-là. Moi, si je dois donner mon avis personnellement, je serais vraiment pas contre à ce qui reste. Le LOSC va jouer la Ligue des Champions. C'est quand même un ailier qui a pas mal fait ses preuves la saison dernière, même la saison d'avant. C'est un garçon qui est en pleine bourre, qui a effectivement une sacrée cote, qui a un profil différent aussi des autres ailiers lillois, parce que là, quand on regarde tous les profils qui s'accumulent, Edjouma, Sarawi, on peut aussi parler d'Ethan Mbappé, t'as beaucoup de profils un peu techniques, de limite milieu offensif excentré, même Gaëtan Perrin, etc. Là, pour le coup, avec Mathias Fernandez Pardo, t'as un vrai ailier de vitesse, de percussion, le mec, il te met à mal, il est capable de gestes assez dingues, d'où cette valeur marchande aussi forte pour un joueur qui a seulement 21 ans. Mais en l'état, je pense que le LOSC aurait tout intérêt à le conserver finalement. Donc voilà. Un jeune Lillois qui pour le coup n'a pas forcément réussi malgré son recrutement la saison passée. J'avais misé beaucoup d'espoir sur l'arrivée de Marius Broholm après le départ des Dons Zegrova la saison dernière côté Lillois. Du côté de Rosenborg, il avait montré de belles choses. Avec les espoirs norvégiens, il avait montré de belles choses. Mais malheureusement, sa saison n'a pas forcément répondu aux attentes. Quelques entrées par-ci par-là. Beaucoup d'actions brouillonnes. Pourtant un joueur qui touche beaucoup de ballons, qui est assez proactif lorsque tu le vois jouer, mais c'est encore très brouillon et par rapport aussi à l'intensité athlétique de la Ligue 1, souvent plus le match avançait, plus il disparaissait et donc forcément cette première saison laisse un petit peu des regrets pour Marius Broholm. Pas de quoi s'inquiéter pour autant côté lillois, puisque Lille va le prêter du côté d'Utrecht, ou du moins l'a déjà prêté du côté d'Utrecht en Eredivisie, 6ème du dernier championnat des Pays-Bas. Donc c'est pas pour rien que tu le prêtes à Utrecht, parce que Utrecht a déjà montré qu'ils étaient capables de relancer beaucoup de joueurs. Donc je pense que c'est un peu le club idéal en l'état pour Marius Broholm. Je pense que l'Eredivisie correspond bien aussi à ses qualités. On voit beaucoup d'ailiers notamment qui viennent de Scandinavie réussir à performer au sein de ce championnat néerlandais, qui est un championnat qui met beaucoup en valeur les ailiers. Donc pour le coup, comme le prêt ne comporte pas d'option d'achat, le LOSC est forcément gagnant. Tu as déjà beaucoup de joueurs offensifs en stock, il n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu quoi qu'il arrive, malgré le nombre de matchs importants que va jouer le LOSC cette saison. Donc je pense que c'est un bon prêt pour Lille quoi qu'il arrive. Donc voilà, belle opportunité encore une fois de la part du LOSC et encore une fois un coup plutôt bien senti. Donc voilà, jetons un coup d'œil désormais sur le 11 de Davide Ancelotti. Alors, là c'est très simple, j'ai aligné plus ou moins le 11 qui est aligné face à Angers. Alors Olivier Giroud était titulaire, de même que N'Galaye El Mukao dans ce rôle-là de milieu de terrain. Petit à petit, au fur et à mesure de la saison, alors il faudra surveiller physiquement parce que c'est des joueurs qui se blessent de façon assez récurrente, mais Benjamin André, Hamza Gaman devraient être amenés à réintégrer le 11. Là, j'ai pas mis Fernandez Pardo, mais s'il est amené à rester au LOSC, Mathias Fernandez Pardo, je me dis que pour le LOSC, voilà, il y aurait pas de raison de ne pas le conserver. Hop, Mathias Fernandez Pardo. Donc voilà un peu ce que pourrait donner un peu le 11 lillois la saison prochaine, avec la possibilité d'avoir Zekiel soit dans ce rôle-là, soit dans ce rôle-là, soit dans ce rôle-là, donc un joueur assez polyvalent, qui peut être amené à être une autre solution vraiment pour le milieu lillois. Et puis sur le banc, mine de rien, tu as encore pas mal de qualités. Sarawi notamment qui peut faire des entrées en jeu intéressantes, Olivier Giroud, Bassa Renal, Mukao notamment. J'ai plus de doutes sur d'autres recrues lillois, je m'étais déjà exprimé sur le cas de Tanguy Nianzou et de Loun Serdanovic où je trouve que défensivement le LOSC a très peu de profondeur de banc. Je mise finalement beaucoup d'espoir sur Isaac Cossier parce que je me dis qu'avec un Alexandro qui est quand même assez coutumier et qui a eu une assez grosse blessure et qui a du mal à complètement revenir, je me dis qu'un joueur comme Isaac Cossier il peut être amené en Ligue 1 à avoir pas mal de matchs à jouer cette saison. Ça tombe bien, il sort d'une grosse saison en Ligue 2 avec Le Mans, donc à voir si ça se confirme. Donc voilà, défensivement, je regrette un peu un manque de profondeur de banc côté lillois. Au milieu, t'as ce qu'il faut. Offensivement, beaucoup de joueurs. Je pense qu'il aurait peut-être fallu simplifier tout ça. Le recrutement de l'hiver dernier peine encore à vraiment porter ses fruits, notamment Gaëtan Perrin et Djouma, on le voit assez peu. Donc bon, il aurait peut-être fallu simplifier tout ça. Félix Correia, moi j'aurais pensé qu'il aurait quitté le club durant l'été, parce que pour le coup, son recrutement l'année dernière n'a pas forcément été un franc succès. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Néanmoins, Lille se présente avec un groupe assez élargi, en sachant que tu vas jouer beaucoup de compétitions. Thiago Santos,
qui va retrouver un vrai rôle de titulaire depuis le départ de Thomas Meunier, a très bien lancé sa saison du côté d'Angers, à lui de confirmer tout ça. Donc en l'état, sur le papier, Lille a quand même un effectif très très cohérent, avec un groupe qui se connaît très bien. Finalement, le LOSC a pas mal misé sur la continuité en termes d'effectifs, un nouvel entraîneur assez ambitieux, donc il n'y a pas de raison que Lille n'arrive pas à cocher évidemment toutes les cases. Même si, attention, le match hier face à Angers, bien que le LOSC gagne 2-0, voilà, moi j'ai vu quand même des choses, notamment sur la seconde mi-temps, où voilà, Angers termine le match avec plus d'expected goals, plus de possession, et tu as le sentiment que Lille est rapidement passé en mode gestion sur ce match-là, a un peu perdu le fil en seconde mi-temps, et peut remercier notamment la solidité et surtout la maladresse des attaquants angevins, mais aussi la solidité défensive, avec un bloc quand même assez compact défensivement, là où j'ai notamment trouvé que Mukao avait été un peu en difficulté, et Tan Mbappé avait un peu disparu au flux du match, et puis le jeune Bassaronal aussi a très vite disparu dans ce match-là. Donc voilà, côté lillois, évidemment, il y a des recrues à lancer, ça reste un effectif assez jeune, mais qui a un mélange aussi avec de l'expérience, notamment au milieu de terrain, Alexandro qui connaît la Ligue des Champions, Romain Perrault, donc ça peut être vraiment plutôt intéressant. Donc là où je me plaignais que le LOSC avait une profondeur de banc assez brouillonne, etc., avec l'arrivée de Zekiel à la place de Bouhaddi, de Orlando Ril, tu renforces un petit peu tout ça aussi. Donc on va voir comment tout ça se confirme. Il y aura peut-être un jeune Lillois comme Diaoun qui peut être amené à complètement se révéler aussi tout au long de la saison. Donc évidemment, la grosse difficulté pour Davide Ancelotti, ça va être la gestion de son groupe, la rotation entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, la gestion des cas physiques, parce qu'on a vu que l'année dernière, le LOSC, avec toutes les blessures, a galéré à un moment donné dans sa saison, là vers janvier, février, ça a été très compliqué. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de Lille et de la saison qui arrive, qui s'annonce, vraiment ça va être une saison très animée pour le LOSC, il va falloir être vraiment performant et régulier tout au long de la saison. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour concernant cette équipe lilloise et ce mercato. Je vous ai donné mon avis un petit peu sur chaque piste, sur Orlando Ril, sur Guichva, Ezekiel notamment, sur le départ de Marius Brolm, le prêt très intelligent, sur la position de force du LOSC dans le dossier Mathias Fernandez-Pardo. Donc de toute façon, pour Lille, là je suis en train de commenter ce qu'ils font, mais Olivier Létang... Voilà, hein, il a déjà fait ses preuves dans ce secteur-là, il a redressé le LOSC grâce à ça notamment, il a donné une vraie politique sportive à ce club-là, et ça se ressent. Lille reste un club qui bosse bien en Ligue 1, et ils sont amenés à certainement faire une belle saison, parce que par rapport à d'autres concurrents, ils ont quand même pas mal de stabilité et de continuité dans leur groupe. Là où, avec toutes les fins de contrat, Nabil Bentaleb, Thomas Meunier, Aïssa Mandi, on pouvait prédire peut-être le pire pour cette équipe lilloise. Donc voilà, finalement, Lille s'en sort vraiment plutôt bien sur ce mercato, et je suis assez confiant par rapport à ce que je vois, même s'il va falloir continuer à monter en puissance sportivement, évidemment, avec ce nouvel entraîneur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire comme d'habitude, à me donner votre avis sur le mercato lillois, sur la recrue, sur Orlando Ril, sur la potentielle arrivée de Guichva et Ezekiel à la place d'Ayoub Bouhaddi. Bref, n'hésitez pas à commenter tout ça, on en débat avec grand plaisir. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner et même à booster cette vidéo, c'est complètement gratuit. Il faut simplement cliquer sur les 3 petits points sous cette vidéo si vous êtes sur téléphone. Et ça permet en quelque sorte à l'algorithme de YouTube de faire un peu plus percer cette vidéo, de la transmettre au plus grand nombre et de m'adresser encore plus aux supporters lillois notamment, ce qui est mon objectif évidemment en parlant du LOSC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va continuer à parler de mercato toute la semaine, là on attaque vraiment la dernière ligne droite. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.